Donc, vous avez une première photo. Voilà, je partage mon écran. Donc, vous avez une première photo. Quand on démarre Strasbourg, quand on parle du judaïsme, tout le monde pense à l'église et à la synagogue. Alors, vous en avez deux sur la cathédrale. Une qui se trouve, très célèbre, qui se trouve, et qui n'est pas visible en ce moment, qui se trouve au portail sud. Et vous en avez une deuxième, beaucoup plus discrète, dans le tympan du portail central, mais qui est très très belle aussi. Alors, c'est un petit peu difficile de comprendre cette synagogue aux yeux bandés. Très traditionnellement, on en a fait dans le judaïsme l'image affreuse du juif affligé par les chrétiens. Or, aujourd'hui, on est complètement, point de vue scientifique, loin de cette explication. Alors, pour faire bref, on dira que l'objectif de l'Église catholique et l'objectif de Trump, et vous comprendrez tout de suite la politique américaine, c'est de convertir les Juifs. De convertir les Juifs, non pas pour le plaisir, mais de convertir les Juifs pour plus tard arriver à la rédemption, arriver au jugement dernier, arriver à la parousie, qui n'aura lieu que quand les Juifs seront convertis et de retour en Israël. Donc le retour d'Israël fait partie du plan des évangélistes, de même que la conversion des Juifs une fois qu'ils seront en Israël. Et donc, la synagogue aux yeux bandés, c'est en fait, Cantique des Cantiques, la fiancée, donc une très belle femme, qui a effectivement perdu sa puissance et qui est dans l'attente de la reconnaissance de son mari légitime, qui est le Christ. Et quand la synagogue aura compris, donc la synagogue, la femme donc la femme de Shirachirim, non, la femme aura compris que c'est le Christ qui est son fiancé, qui devra devenir son mari, alors le monde sera sauvé, ou plutôt le jugement dernier arrivera. C'est pas demain la veille, mais ça vous explique la politique américaine. C'est quelque chose qui naît dans le christianisme dès le début, en particulier dans l'évangile de Jean, pas l'évangile de Jean, pardon, dans Jean, là je commence à être un peu mal. L'Apocalypse. Dans l'Apocalypse de Jean, vous trouvez ça en dernière partie, vous trouvez ça également dans Jean qui vous dit « Et ce monde n'évoluera que quand les Juifs se seront convertis, à peu de choses près », je ne sais plus le verset exact. Donc c'est quelque chose de tout à fait connu dans l'Église. Alors c'est vrai que petit à petit, on va aller vers un monde extrêmement violent, vers une synagogue très mal considérée, mais c'est très tardif et vous voyez qu'à Strasbourg, elles le sont, les deux très belles, avec pour celle de droite, qui est celle du tympan, vous voyez qu'il y a un petit animal au-dessus de la synagogue dont la queue, un petit dragon, dont la queue empêche la synagogue de voir. Alors ce dragon, c'est un dragon tout à fait spécial, c'est l'aspic, dragon aspic, qui ne voit et n'entend pas. Il est un peu comme l'autruche, il met sa tête dans le sable quand ça se passe mal. Et c'est un peu l'image de la synagogue dont il voile les yeux. C'est pas très beau, mais enfin c'est moins pire, diront certains. On va passer à l'image suivante. Je ne sais pas si je vais y arriver d'ailleurs. Alors tu appuies sur la flèche. J'appuie sur la flèche. Hop, voilà. Alors, toujours sur le tympan, vous avez deux images sur la cathédrale toujours. Alors, je pourrais vous en parler pendant 2 heures de la cathédrale. Mais vous voyez deux images qui sont tout à fait emblématiques. À gauche, vous avez donc le Christ qui reçoit la couronne d'épines, donc mis par un esclave. Alors, vous remarquerez que l'esclave, ou plus ou moins, a une jambe de bois. Il est sur un pilon. Et de l'autre côté, la jambe, il y a un moignon. Donc, vous voyez que c'est vraiment un type très abîmé. C'est un cul-de-jatte, en fait. Ou c'est un... Oui, c'est un cul-de-jatte. Donc, c'est un homme abîmé parce qu'un homme intègre et complet ne pourrait pas faire ça. Et à côté, un juif le regarde et le commande. C'est le surveillant rabbinique, on va dire. C'est pas une image très, très sympa. Et à côté, vous avez un juif qui essaye de repousser la femme, qui est donc la févresse, c'est son mari en réalité, qui essaye de donner les clous qui vont servir à mettre le Christ en croix. C'est une légende strasbourgeoise, mais qu'on trouve ailleurs. La femme du forgeron va décider de faire les clous puisque son mari ne le veut pas. Et donc vous voyez les deux aspects totalement opposés du judaïsme dans la pensée chrétienne, à la fois celui qui tue le Christ et celui qui sauve le Christ. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce que tous les grands auteurs ont dit. Après, il y a de quoi s'amuser pendant quelques jours avec tous ces problèmes. Si vous permettez d'ajouter, c'est basé sur une interprétation assez
similaire du Cantique des Cantiques. Chez nous, c'est la Knesset d'Israël qui est la fiancée de Dieu. Et chez les chrétiens, c'est l'Ecclésia qui est la fiancée du Christ. Oui, mais les deux devront se confondre un jour. Et quand les deux seront confondus, la parousie arrivera. Exactement. Mais la parousie, elle n'est apparemment pas pour demain. Pour l'instant, on a le Covid. Bon, passons. La suivante, donc quand vous quittez la cathédrale, en face, il y a le musée de Notre-Dame. Alors, je l'ai assez souvent fait avec des groupes, parce que c'est un musée qui, du point de vue juif, a des connotations extraordinaires. Alors, j'ai pris simplement 2 pièces, là encore, qui me paraissaient particulièrement intéressantes. C'est évident qu'on peut passer 2 heures. Sur la cathédrale, on peut en passer 3. Donc, sur le musée de Notre-Dame, à gauche, vous avez un chapiteau qui représente un juif, donc avec des oreilles assez animales, son chapeau pointu, et à droite, une chauve-souris. Donc, c'est l'animalité du juif qui est mise en évidence. Alors, on a souvent dit que ce chapiteau, il y en avait 2 en Alsace, un ici et un à Sigolsheim. Alors, il est évident que celui de Sigolsheim, si vous allez le voir, est un chapiteau relativement récent, qui doit dater de la restructuration de l'église en 1836. Et donc, que l'œuvre de Notre-Dame au XIXe siècle avait l'habitude de retailler des chapiteaux à la manière d'eux pour les églises en restauration. Et je pense que ça, c'est l'original, qui avait été oublié dans les collections de l'œuvre de Notre-Dame, de Sigolsheim, et qui a été retrouvé, et pour ceci qu'il est marqué provenance inconnue. Et à mon avis, traîné dans les collections, ils l'avaient copié, ils ont envoyé la copie, ils ont gardé l'original. Donc c'est probablement le chapiteau original de Sigolsheim. Il n'y en a pas 2, il y en a un en réalité. Un et une copie. Et à côté, vous avez une pièce qui vient de Molsheim, qui est assez extraordinaire. C'est une circoncision, hein, vous voyez, de Jésus, de l'enfant Jésus. Alors, je la trouve très belle avec les visages, etc. La figure du grand prêtre que vous voyez là-haut, qui est magnifique. Et alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est la manière dont ils ont résolu le problème des talès. Vous savez que d'avoir un talès pour faire une circoncision, c'est pas vraiment facile, ça facilite pas les gestes. Donc, il y en a un qui l'a mis en bandoulière et l'autre qui l'a mis sur les bras. Donc, vous avez une scène d'un vivant et qui montre bien que Jésus, effectivement, est considéré, au moins à Molsheim à cette époque, comme un juif. Plein d'autres tableaux, plein d'autres choses extraordinaires. Si vous avez envie, vous me demandez, on y va. Voilà, on fait un zoom complet là-dessus. C'est à votre choix. Et Jean-Pierre, par rapport à la sculpture de côté droite, et voilà, on voit l'expression incroyable. Chaque personne est totalement différente. Oui, alors il y en a 2, hein, c'est bien Molsheim, c'était la Chartreuse. Et donc, Par rapport à l'époque, on parle de quelle époque on exactement? parle du XVIIe. Hein. Voilà, c'est quand même, c'est incroyable par rapport à C'est l'expression. d'une beauté saisissante. Pour Mm. moi, c'est une des très très grandes œuvres à Strasbourg, avec également toujours à l'œuvre. Les plus grandes œuvres du musée de Strasbourg sont à l'œuvre de Notre-Dame. Hein. Elles Oui, sont c'est vrai. à Il y a l'œuvre beaucoup de choses. qu'au musée Rouen. Ouais. Il y a des pièces absolument. Et sur le judaïsme, c'est extrêmement intéressant, alors qu'au Rouen, il n'y a pas grand-chose. Il y a également un vitrail de Pierre-Emile Landelot qui représente Jésus en train de repêcher Moïse, qui se convertit d'ailleurs à cette occasion en joignant les mains dans les limbes, c'est-à-dire ce que nous on appelle le shéol. Hein. Mm. D'accord. Donc on continue. Ouais. On va aller toujours dans Notre-Dame, dans la cour. Et là, vous avez une des pierres tombales qui viennent du premier cimetière de Strasbourg. Alors, il y en a une trentaine. Il y en a encore quelques-unes perdues dans les réserves. On va avoir un catalogue complet qui est en train d'être fait. Mais bon, c'est pas terminé. Hein. C'est Sonia Felouz qui est en train de le faire pour le republier. Je pense que dans les mois qui viennent, on l'aura. Elle doit encore revenir en Alsace. Genre, en principe, je dois l'emmener dans l'un ou l'autre lieu, mais bon, je suis son chauffeur attitré. Donc, on est en train de refaire toutes les inscriptions médiévales et on va dire jusqu'au XVIIe siècle de l'Alsace. Alors, ce qui est assez amusant, dans le catalogue initial de Nahon, il y avait un tome pour Paris et un tome pour le reste de la France. Maintenant, il y aura 1 ou 2 tomes sur l'Alsace, un tome sur Paris et 1 ou 2 tomes, probablement 1, sur le reste de la France. Ça donne une idée de notre patrimoine par rapport au patrimoine national. Donc on va probablement passer Paris en nombre de pages. On continue et on va se diriger tranquillement vers le pont du Corbeau. Et là, on atteint le musée historique.
le musée historique, vous avez également des pièces juives assez intéressantes. Vous avez entre autres le reste des fouilles du mikvé dans la petite pièce la facture, on va dire, qui était sur de la cire, sur une tablette de cire. Le Grüsselhorn, dont vous savez qu'il invitait les Juifs, entre guillemets, à quitter la ville à 10 h du soir. Ne pas confondre avec la cloche de 10 h. Hein. Le Grüsselhorn, c'était pour les Juifs. La cloche de 10 h, c'était pour tous les étrangers. C'était la même heure, d'ailleurs. Et donc, il y avait le Grüsselhorn plus la cloche. Et donc, là, un des Grüsselhorn est là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là. Celui-là, je l'ai trouvé sur une autre... je ne l'avais pas en photo, donc j'ai pris une autre photo. Celui-là n'a pas l'embouchure. Et donc, je crois que c'est celui du musée alsacien et que celui du musée historique est en un peu meilleur état. Mais j'en suis pas sûr. Il y a également toute une série de photos et de reproductions de la synagogue du Gekleber, qui est très bien faite. Il y a également une pierre tombale réutilisée en couvercle de puits. Enfin, il y a 2-3 vitrines sur le judaïsme. Donc, il faut y aller aussi. N'oubliez pas d'aller au musée historique. On continue. Et là, on s'enfile dans la rue des... On passe le pont, on tourne à gauche, et on va faire un petit détour pour aller dans la rue des Couples. Dans la rue des Couples, c'est là que s'est trouvée la première clinique Hadassah. Alors, j'ai pris une photo dont je suis à peu près sûr que ce n'est pas la bonne. La littérature dit que la clinique se trouvait au numéro 9 de la rue des Couples. Or, quand vous voyez le numéro 9, c'est aujourd'hui l'école Saint-Étienne, c'est la primaire de la Cato, bâtiment magnifique, immense. Ça m'étonnerait qu'en 1850, il ait pu servir à faire un hôpital de 8 lits. Alors, il y a un 7A, 7B, il y a un 7C qui n'a pas de numéro, mais le 9, c'est bien ce bâtiment-là. Donc, ça mériterait vraiment de se pencher sur le cadastre du 19e siècle pour savoir quel était vraiment le premier bâtiment d'Hadassah. Toujours est-il que c'est à moins de 50 mètres de ce que je vous représente ici. Donc, il faut savoir qu'Hadassah a commencé tout petit. Alors, c'est bien sûr une création de notre famille, je trouverai tout à l'heure, Auguste, c'est Auguste, le gendre, donc, le petit... Ratisbonne. Auguste Ratisbonne, là, je suis complètement barré. Je n'ai plus de mémoire en ce moment, je suis fatigué. Excusez-moi, ça va être comme ça toute la présentation. Je cherche mes mots. Donc, c'est Auguste Ratisbonne lui-même qui avait créé cette petite œuvre qui était assez sympathique. L'idée d'avoir un hôpital juif qui va bien sûr devenir plus tard Hadassah et aujourd'hui Reda. On va reprendre le quai. Alors, je pense que c'est plutôt ce bâtiment, et encore, j'en suis pas sûr. Le bâtiment que vous voyez là, avec 4 fenêtres de chaque côté, maintenant, il y aura une porte de garage, qui est le 7B. Mais il faudrait vraiment reprendre c'est le 4e, hein, que vous regardez bien. C'est le 5e bâtiment, donc le 9, ça serait logique. Mais il y en a un autre derrière qui n'a pas de numéro. Donc mais là, il y avait peut-être une rue qui partait. Il faudrait reprendre les cadastres. Là, on va au musée alsacien. Alors, le musée alsacien, vous savez qu'il abrite l'énorme collection de la Société d'histoire des Israélites des Alsace et de Lorraine, depuis 1907, depuis que le rabbin Moïse Gainsburger a décidé de créer une salle juive, qu'une salle juive a été créée à sa demande, et depuis qu'il a décidé que les collections juives seraient déposées au musée alsacien. Et vous avez par exemple toute la Guénisade d'Ambar qui y est, et la Guénisade de Mackenheim, qui attend qu'on trouve une voiture pour aller la chercher et l'amener au musée alsacien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le musée alsacien doit avoir quelques milliers de mapotes, etc., etc. Donc également, un des gros intérêts de ça, c'est qu'on a un catalogue, et que si quelque part, il y a une exposition ou un projet se crée, on peut effectivement dépanner, envoyer des objets qui vont permettre une exposition. Donc on a une réserve monstrueuse pour les chercheurs et pour les expositions. Là, ce que je vous montre, c'est les 2 tables les prières pour la République, alors pas pour la République, pour l'Empire, de Jungholz. Alors Jungholz, vers 1850-1860, est déjà quasiment terminé en tant que communauté. Ils vont pourtant construire une synagogue et ils vont y mettre des tables de la loi, donc en l'honneur de l'empereur. Des tables de louange de l'empereur. Consistorial, comme on le dit encore aujourd'hui tous les samedis matins.
La synagogue va quasiment s'arrêter de fonctionner dans les années 1865-70, mais elle ne va pas être démontée. Le rez-de-chaussée va devenir une salle, un appartement loué. Le premier étage servira sans doute, quand on a enterré quelqu'un, à faire un minyan juste après, faire minra après l'enterrement. Et donc, on ne va pas éprouver le besoin de remettre ces tables qui sont des tables de l'Empire, au nom de la République ou au nom du Kaiser allemand. Donc elles vont rester en l'état. Elles sont trouvées par Moïse Gainsbourger probablement vers 1905-1907. Et Moïse les rapatrie à Strasbourg avant que le premier étage synagogue ne soit transformé en deuxième appartement. Donc c'est une pièce qui est unique, qui est rare et qui est encore exposée. Alors il y a eu des grosses modifications dans l'exposition. Vous savez que Malou Schneider en avait fait une espèce de supermarché extrêmement serré où les objets se marchaient les uns sur les autres. Marie Meister actuellement essaye d'épurer un peu, que ça soit un peu moins bric-à-brac. Beaucoup de pièces sont disparues de ce qui est en exposition, mais c'est beaucoup plus lisible. Alors bon, on ne sait pas. Permettez une question, s'il vous plaît. Oui. Je vois les symboles de l'Empire germanique, mais la prière est en hébreu français. C'est français, c'est Napoléon III. C'est Napoléon III oui. Avec l'aigle? L'aigle napoléonien. D'accord. Hein, c'est l'aigle napoléonien. Qui d'ailleurs, c'est du tout début, puisque vous voyez qu'il a encore le drapeau bleu, blanc, rouge. Ouais. L'aigle napoléonien, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc ça doit dater des années 55 plus ou moins quelque chose. 1800. Hein. Ouais. Et là, vous avez quelque chose que j'ai trouvé par hasard, qui est dans un coin. Alors, ce qui veut dire que dans un musée, il faut regarder aussi dans les coins. C'est quelque chose qui est assez étrange. C'est un certificat d'initiation religieuse des années 1850 aussi. Alors, à l'époque, en plus de la bar mitzvah, on avait créé un enseignement commun garçon-fille qui aboutissait à l'initiation religieuse qui se faisait le jour de Shavuot et où les garçons et les filles défilaient en collège, en cortège, jusqu'à l'El-Mémor, puis reprenaient les prières l'un après l'autre, les garçons en hébreu, les filles en français, chantaient sur l'El-Mémor, et ça se passait à Strasbourg, ça se passait à la Victoire. Je pense que si aujourd'hui notre grand rabbin, M. Weil, voyait un truc pareil, il piquerait une crise folle. Alors les derniers ont été faits par Hercher à Strasbourg, à Mulhouse avant la guerre. Et j'ai encore des livres de prière de la Victoire où on donne tout le détail de la cérémonie. Et donc, ils avaient un certificat d'initiation religieuse quand ils avaient fait ça. Alors, pour la petite histoire, récemment, j'en ai retrouvé, on m'en a donné un deuxième en allemand. C'était exactement le même dessin, tout l'extérieur, tout le dessin est le même, simplement, ou bien au lieu d'Israélite, culte israélite doit être Israélitis cultus. Et puis, bon, le texte, il voulait changer. Mais tout ce qui est imagerie, c'était resté la même. C'est le même fond. Donc, ils imprimaient ça, c'était de la lithographie. Et donc, c'est quelque chose d'assez amusant. J'avais publié là-dessus, je l'avais publié d'ailleurs celui-là dans l'almanach du KKL, il y a quelques années, où j'avais fait un article sur l'initiation religieuse. Enfin, c'est un truc assez grand. Mais c'est vraiment planqué. Hein. Ouais. Je peux juste rajouter, on a un exemplaire d'initiation religieuse actuellement au musée de Marmoutier dans le cadre de l'exposition Rites et croyances populaires. Alors, on en a un aussi en allemand, donc on l'a au musée de... Mais je ne crois pas qu'il soit exposé, parce qu'on l'a trouvé récemment au musée de Wissembourg. De Bouxwiller. Par contre, ils n'en ont pas hommage à Paris, ils aimeraient bien récupérer. Alors, je leur ai promis que s'ils étaient gentils, je leur prêterais. Là, on va continuer, on va reprendre le quai. Et vous avez une rue qui s'appelle la rue de l'Écarlate, qui est un petit peu avant la rue qui conduit chez Siffert. Et donc, il y avait la première institution qui correspondait donc à ce qui sera Elisa. Elisa, du nom de la fille, alors c'est pas Auguste, c'est Louis Ratisbonne, qui avait donc créé le premier asile pour gens âgés, mais aussi gens nécessiteux, hein, sans domicile fixe, etc. Donc c'était plus que les gens âgés. Donc le premier hospice Elisa, donc pour les juifs pauvres, on va dire plutôt, est créé dans cette maison. 18 chambres d'abord, puis étendu dès 1854, on va l'agrandir. Je crois qu'il est créé en 1853 avec 18 chambres, puis il sera agrandi tout de suite dans cette maison. Alors ce qui est nouveau, c'est qu'on peut atteindre facilement depuis le quai la maison, puisque les arches qui avaient été bouchées, je ne sais pas très bien pourquoi, pour probablement fermer l'hôpital, ont été ouvertes au printemps dernier.
Donc ça, c'est une photo qui est pas très bonne parce qu'il y a beaucoup de parallaxe parce qu'elle est faite au super grand angle pour arriver à voir tout le bâtiment. Donc voilà un bâtiment intéressant qu'on peut... Peut-être, Jean-Pierre, peut-être tu peux dire quelques mots par rapport à la famille et les frères Ratisbonne. Alors, la famille Ratisbonne, alors ça commence par Saint-Hubert, qui perd sa première épouse et qui va épouser donc une dame qui vient de Ratisbonne, une Allemande, et donc elle s'appelle, et ça va donner, et donc qui vient avec ses enfants, avec ses fils. Hein, et ses fils vont garder le nom Ratisbonne, et les fils de Cerbère, bien sûr, le fils de Cerbère, Max, etc., vont garder bien sûr le nom Cerbère. Et il y aura beaucoup de mariages entre ceux qui ne sont pas, qui n'ont aucun lien de parenté génétique, mais entre des Ratisbonne, des filles Cerbère et des garçons Ratisbonne, il y aura plusieurs mariages. Alors les Ratisbonne, c'est une famille de juifs, alors je dirais, je les aime bien parce que quelque part je me sens un peu près d'eux. C'est des juifs qui sont très engagés dans la communauté, relativement riches, mais qui restent près du peuple. Auguste Ratisbonne, son grand rêve, c'est de conduire son... Il est postier, donc il a un relais de poste, c'est de conduire lui-même les pataches, parce qu'il adore conduire une patache. Alors que c'est en même temps un grand banquier, un grand commerçant, mais son rêve finalement, c'est de prendre les rênes du chariot. Et donc, ils vont être extrêmement peu religieux. Auguste Ratisbonne sera un grand maçon strasbourgeois, il faut le savoir, un franc-maçon, et ils vont donc élever leurs enfants dans cette espèce de contradiction entre une tradition, je dirais, prégnante, et d'un autre côté, une liberté de pensée totale. Ça se passera très mal. 2 des fils Ratisbonne deviendront abbés et n'auront de rêve que de convertir des juifs. Ouais, il y a le couvent Ratisbonne à Jérusalem. Il y a le couvent Ratisbonne à Jérusalem. Le couvent Ratisbonne à Jérusalem. En face de la synagogue, la grande synagogue. Voilà. Et donc, tu vois, mais c'était leur but. Hein, j'ai retrouvé des lettres de Ratisbonne, alors je ne sais plus lequel, qui avaient été éditées en 1910. Et c'est assez extraordinaire de lire ça, la façon dont il dit qu'il faut convertir les juifs, etc. Et ces gars-là vont donc... et d'autre part, il y aura un tas de conversions. Alors, il y a une fille qui va se convertir avec son mari au protestantisme. Donc, il y aura... Si vous voulez, ce grand écart ne va pas être une réussite. Louis Ratisbonne va reprendre exactement les propos de son père, c'est-à-dire qu'il va rester un homme de liberté, mais un grand mécène, mais un homme engagé, mais un homme qui sera président de cette histoire. C'est tout à fait un judaïsme du 19e siècle qui veut une intégration sans assimilation. Mais c'est difficile à supporter pour des enfants qui sont en quête de spiritualité, on va dire. Le 19e siècle est un siècle extrêmement spirituel. La religion est partout. Je dirais que si on avance sur leur temps aujourd'hui, ça apparaîtrait logique. On a un Théoclin, je dirais que c'est des Théoclins avant la lettre. Ils ont 100 ans d'avance, malheureusement. C'est un peu dommage. Voilà. Donc les Ratisbonne. Un des Ratisbonne est enterré à Jérusalem, d'ailleurs. Il y en a enterré à Jérusalem. Il y en a qui sont restés, qui sont revenus dans le judaïsme. Il y en a qui ont complètement quitté. Et on trouve des Ratisbonne dans les milieux intellectuels français jusqu'à aujourd'hui. Hein. Journalistes, artistes, etc. Bon, on a quelques tombes aussi à Königshofen de la famille. Il y a les tombes à Königshofen. Oui. Tu as les plus belles tombes à Königshofen sur le côté gauche. Tu as Louis et Auguste qui sont enterrés à Königshofen, je crois. Fondation Elisa, il y a quelques tableaux aussi. Il y a un très beau tableau. Il y a leur portrait. Tu as le tableau de Cerbère et le tableau de Ratisbonne. Oui. Donc là, ça sera en soi-même un sujet complet de parler. Voilà, je pense qu'une fois, on va parler de la famille. La famille Cerbère et Ratisbonne. Parce que là, il faudrait un bon généalogiste pour faire ça. Éventuellement, un type comme Messi est capable de le faire. Il y a Adolphe qui a écrit un magnifique livre sur. Il y a une bonne sœur qui a écrit un très très bon livre là-dessus. Ouais. On pourrait peut-être la faire parler, quoi qu'elle est un peu âgée. Donc voilà. Donc on quitte ce lieu qui est un lieu quand même assez emblématique. Et on continue ces traces de la famille Cerbère. Ah non, c'est le mauvais sens. Et on arrive donc devant ce qui fut la maison de Cerbère. Alors c'est pas la maison de Cerbère, vous avez vu qu'on est au 19e, mais c'est là qu'était sa résidence. Et donc une plaque le rappelle, ancien hôtel de Ribeaupierre, puis des Deux Ponts. Et donc Cerbère va racheter. Alors
pas directement, c'est-à-dire qu'il paye quelqu'un pour acheter en son nom, puisqu'il n'a pas le droit de s'installer à Strasbourg, il n'a pas le droit de racheter cet hôtel, il va s'y installer. Alors c'est immense, là on a cette plaque devant une maison, mais ça va jusqu'à la rue de Sainte-Élisabeth, qui est quand même à pas une centaine de mètres derrière, ça englobe le terrain des Jardins d'Arcadie, donc c'est un truc immense, où Cerbère va vivre avec toute sa famille, c'est-à-dire qu'ils auront Ménion tous les samedis, mais uniquement à l'intérieur. Alors ça rend le magistrat strasbourgeois absolument fou furieux. Je crois qu'il l'a racheté en 1780, 80, quelque chose comme ça. Et le bâtiment sera détruit, le château, hein, et donc ça deviendra un nouveau bâtiment, et ça sera un séminaire de 1834 et 1863, ce qui est quand même un peu stupéfiant vu le contexte du bâtiment. Donc là, vous avez une plaque qui vous rappelle cette histoire, qui est une histoire assez à la fois intéressante, mais l'histoire de Cerbère, là encore, elle pourrait faire tout un zoom là-dessus. Hein. On continue, et on passe le pont. Et j'avais l'habitude, je dis bien j'aurai plus longtemps, de rentrer dans l'église qui se trouve là, qui est donc la cathédrale protestante. Quelqu'un va me sortir parce que j'ai un trou de mémoire, bientôt que j'ai mes notes. Saint-Thomas, j'avais trouvé un petit juif. Alors, vous voyez s'il est mignon, en fait c'est une console qui était déposée par terre, avec son chapeau pointu, ses grandes oreilles. Apparemment, on lui a mis du rouge à lèvres, mais c'est pas vrai, il était comme ça. Et donc, il était là, il traînait par terre dans un coin. Et comme c'était le juif errant, il est parti. Je ne sais pas où il est parti. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas où c'est? Si à Saint-Thomas, il était dans la nef de Saint-Thomas à gauche, dans un des qui serait un transept pratiquement, hein, dans le coin, derrière l'horloge. Et j'ai emmené mes visiteurs et un beau jour, je suis arrivé, il était parti. Et le conseil de fabrique, je n'ai pas non plus fait j'ai pas fait très fort. Le conseil de fabrique, les gens qui sont en service là-bas ont été incapables de me dire ce qu'il était devenu. Personne d'ailleurs ne l'avait remarqué. Alors je dis c'est le juif errant qui est parti. Hein. Voilà, il est allé errer ailleurs. Il doit être dans une réserve de Saint-Thomas. D'accord. Mais il devait provenir de Saint-Thomas, je pense. On continue, et là on rejoint la Grande Rue. La Grande Rue, on tombe devant une maison qui a appartenu à Louis Waldteufel. Alors c'est un peu dommage de ne pas dire que c'est la maison de Louis, et de dire que juste Émile est né. Alors la famille des Waldteufel, qui commence donc par le grand-père Waldteufel qui est Rassen. Et alors c'est marrant, il est Rassen, lui, il est animateur de bal. Il est violoniste aussi. Donc un peu, c'est un peu le Jackie Wakening de l'époque. Hein. Je pense qu'il chantait un peu différemment. Et donc notre Rassen qui disparaît d'ailleurs pendant quelques années, on ne sait pas ce qu'il devient, s'il est allé faire la bringue ou quoi, du côté de la Lorraine, puis qui revient, a un certain nombre d'enfants, une fille qui est une extraordinaire violoncelliste, plusieurs musiciens garçons, et Louis Waldteufel qui va s'installer au centre, qui est un extraordinaire musicien aussi, très bon compositeur de valse, et qui va s'installer dans le centre de Strasbourg et ouvrir une école de musique, donc dans la Grande Rue. Donc il habite dans cette maison qui est à peu près, je ne sais plus le numéro, mais bon, je peux vous le dire, j'ai tout ça là, j'ai des notes, mais comme je travaille sans notes. Mais Grande Rue, vous le verrez, c'est une énorme plaque au-dessus d'un bistrot espagnol. Et donc là va naître Émile. Émile qui donc va devenir lui aussi un très grand musicien, également un amateur de valse, et qui va donc partir à Paris, qui va devenir chef d'orchestre, responsable des bals de la cour. Bon, Louis va aussi partir à Paris, va suivre son fils, il va devenir chef d'orchestre, responsable des bals de la ville de Paris. Ce qui est quand même pas trop mal. Moi j'ai vu des valses des deux, composées des deux. C'est difficile de savoir qui a composé quoi. C'est-à-dire que le fils devait signer des fois du nom du père et le père du fils. Et donc j'avais trouvé une très belle partition du père, de Louis. J'en ai fait cadeau au maître Guschelbauer, qui est un grand spécialiste de Waldteufel. Un jour il faisait une conférence, j'avais cette partition qui traînait d'origine. Je lui ai fait cadeau. Bon, ça va. Je crois qu'il a été content. Donc voilà, Waldteufel. On reverra Louis plus tard, un peu plus loin. Juste à côté, on continue, on va déboucher au coin de la rue des Drapiers et de la rue du 22 novembre, oui.
Et il y avait donc la poêle des drapiers, c'est-à-dire le lieu où les drapiers et d'autres corporations avaient coutume de se réunir. Et en 1820 à peu près, la communauté, le consistoire de l'époque, hein, puisque le consistoire existait déjà, rachète le théâtre, qui avait été un théâtre d'ailleurs qui faisait de l'opéra français par rapport à l'opéra italien, enfin c'était un théâtre de chant aussi, rachète le théâtre et va y mettre une synagogue. Ce sera donc la deuxième synagogue consistoriale de Strasbourg. La première était rue des Francs-Bourgeois, la première. Et c'est la vue de ce bâtiment, là en 1916, avant la percée, donc la grande percée de Strasbourg, où bien sûr toutes ces maisons vont sauter. Ce que j'ai trouvé assez amusant, c'est que le propriétaire du bâtiment, de ce qui avait été quelque part le bâtiment de la synagogue, c'est un dénommé Charles Levaille. Alors, je ne sais pas s'il est encore juif, mais ça c'est drôle comme histoire. Et donc cette synagogue va fonctionner jusqu'en 1943, jusqu'à la rue Sainte-Hélène. Donc voilà. Donc, vous voyez qu'on est dans un secteur extrêmement petit, hein, et ce n'est pas aujourd'hui le secteur juif. C'est la Sainte-Hélène? Alors Sainte-Hélène, c'est pas la suivante. Sainte-Hélène, on va y aller maintenant. Ah. Ça, c'est la rue des Drapiers. Mais en fait, c'est le coin de la rue des Drapiers, le 8 rue des Drapiers, mais qui en fait faisait le coin aussi, dans le même bâtiment, par la rue du 22 novembre. On n'a plus rien, il n'y a plus aucun. C'est juste un souvenir, il n'y a même pas une plaque. Là, on va aller rue Sainte-Hélène. Donc, si tu agrandis la photo. Ben, je ne sais pas comment je peux faire. Ah oui, je fais un diaporama. Tu fais un diaporama à partir des diapos actuels. Voilà. Donc, on est rue Sainte-Hélène et on va déboucher un tout petit peu avant sur un élargissement. Au moment où la rue Sainte-Hélène s'élargit pour devenir quasiment une place, on trouve, au 14, l'emplacement du couvent des Petits Capucins. Alors, ce couvent disparaît, bien sûr, à l'arrivée des protestants à Strasbourg, puis il aura une longue chute d'utilisation. La salle est immense, la grande salle, elle va même servir à un moment donné de manège pour les chevaux. Donc, c'est pas petit. C'est racheté par le consistoire, qui va donc en faire, alors 1834, je crois pas, je crois que c'est plutôt 44, enfin, je vérifie, et 1898, la première synagogue consistoriale de Strasbourg. Donc c'est la première synagogue, c'est la deux, alors ils mettent la première, c'est complètement faux, c'est la troisième. C'est une plaque qu'il faudrait complètement refaire. Troisième synagogue consistoriale, puisqu'il y a eu la rue des Francs-Bourgeois, la rue des Drapiers, et maintenant on est donc rue Sainte-Hélène. Et donc là on a conservé quelques photos, puisqu'il y a eu un reportage photographique dessus, juste avant l'inauguration de la synagogue du Quai Kléber. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est 2 ou 3 photos, 2 je crois, de la fin de cette synagogue. Alors d'abord l'Arche Sainte, qui est assez belle. Alors vous remarquerez que par rapport à aujourd'hui, on mettait effectivement des rouleaux, des manteaux de Torah, mais on ne s'amusait pas à mettre à chaque fois la mémoire de machin, truc chouette. On mettait simplement... Ouais. C'était un peu plus décent que ce qui se passe. Mais je suis un vieux con. Voilà, donc l'armoire de Torah de la synagogue Sainte-Hélène. Et une vue générale. Alors, ce qui m'a stupéfait dans cette vue, c'est le modernisme. Vous voyez, avec 2 balcons pour les femmes, ça vous donne une idée. Donc là, on voit visiblement depuis l'avant, depuis l'Arche Sainte, puisqu'on est en hauteur, la chaire du rabbin. Donc là, on est exactement dans le contexte de Mulhouse, contexte de Brumat, etc. Synagogue extrêmement moderne, et avec des sièges rabattants probablement, etc. Donc, il y a un plafond aussi qui est assez drôle avec ses arcs. Ça aurait pu être 1930, hein, ça aurait pu être du style Bauhaus et ce genre de choses. Et là, on est donc en 1840-1850. En fait, les toits, ça ressemble finalement comme les toits à la Choule ici. Oui, elle est plus proche de la Choule d'ici que le sera plus tard. C'est incroyable. 2 balcons. Ça, c'est typiquement des églises protestantes, souvent 2 balcons pour les femmes. Vous trouvez ça à Spire, par exemple. Et la chaire à prêcher, bon, ben on est vraiment dans son époque. Voilà. Et alors, on va reprendre, on arrive place Kléber. Place Kléber, il faut aller au centre Hall. Hein. Et là, vous avez la synagogue donc, du Quai Kléber. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est c'est une carte postale. Donc, il y a eu beaucoup d'exemplaires.
Et dans les grands monuments qu'on visitait avec une Alsacienne, dans les cartes postales, il y avait la synagogue. Alors j'ai l'original quelque part à la maison, je l'ai perdu, mais heureusement j'avais pensé à faire des photos avant. Voilà, donc mais il y en a plusieurs modèles qui existent. Je pense que Michel, tu dois en avoir quelques-unes. Tout à fait, oui. Et plus d'une. Quelques-unes, il y en avait plusieurs exemplaires qui sont sortis. J'en ai acheté une, mais j'en ai vu pas mal. Donc, je ne suis pas un gros collectionneur. Donc c'est la vue de la synagogue, la grande synagogue de la paix. Là encore, on est dans les années. C'est la première série de photos. C'était la série de photos qui a été faite pour l'inauguration, qui avait été rachetée. On avait trouvé le bouquin, qui avait été racheté par le Bnei Brit pour faire cadeau au musée historique où vous pourrez le voir, parce qu'ils nous avaient aidé beaucoup pour l'exposition de 1998. Seulement, avant de leur remettre, j'ai fait les photos de tout le bouquin, sont parfaitement photographiées chez moi. C'est quand même, charité commence par soi-même. Alors vous verrez que ce bâtiment qui est pris depuis le quai ne représente pas du tout l'entrée. L'entrée n'est pas là, l'entrée est sur le côté, avec 2 tours. Il n'est bien sûr pas complètement est-ouest. Quand vous prenez une carte, vous voyez que l'est-ouest, c'est plutôt pas réel. Vous voyez qu'il y a un immense chœur, 2 tourelles à l'arrière, 2 tours importantes à l'avant, une croisée de transept, on ne peut pas appeler ça autrement, alors en octogonale. Donc vous avez quelque chose qui est assez monumental et qui est totalement chrétien. C'est le style, ce qu'on appelle le style Rundbogenstil, le style des arquerons, qui est une espèce de romano-gothique wilhelminien, donc très en vogue à l'époque. Vous en avez encore quelques exemples, on en verra plus loin. L'Arche Sainte, alors vous voyez que c'était quelque chose, là c'était plus une petite arche simple, des escaliers pour monter, le rouleau au milieu, très en avant, ça vous rappelle la synagogue de la paix, et l'orgue des 2 côtés, un très bel orgue, qui avait été démonté. Alors, quand on dit qu'elle a été brûlée par hasard par des gamins, l'orgue avait été démonté avant, mis en caisse, envoyé en Sarre. En 1946, il est rentré à Strasbourg pour être remonté dans la synagogue de la paix, d'où la position de l'Arche Sainte de la paix, qui est très en avant, pour mettre l'orgue derrière, exactement comme ça. Et Deutsch a fait publier par terre en disant, si vous mettez un orgue, je démissionne. Donc on n'a pas mis l'orgue finalement. C'était une décision de dernière minute. Et en contrepartie, Deutsch a accepté qu'il n'y ait pas de mérite de ça et que les femmes soient comme elles sont. Moyennant quoi, 50 ans après, on nous a collé une mérite de ça. Donc ça fait partie des petites histoires de la synagogue de Strasbourg. Mais vous voyez qu'on était quand même dans un contexte tout à fait étonnant. On est du Rundbogenstil, mais on essaie d'être un peu orientalisant. Enfin, c'est un truc de fou, point de vue style. Et techniquement, comment ça fonctionnait? Parce que Shabbat, la valise devait être là-haut, derrière le carré, avec probablement un miroir pour voir ce qui se passait. Non, mais les Shabbats, on ne peut pas jouer. On jouait pas le Shabbat, mais on jouait pour toutes les fêtes. On jouait pour les mariages, on jouait à un certain nombre de choses. Je ne suis pas sûr qu'on n'utilisait pas Shabbat à l'époque. On utilisait Shabbat. D'ailleurs, la chorale était mixte. Moi, j'ai connu. Moi, je me rappelle de l'orgue à Mulhouse, qui était utilisé en temps Shabbat. L'orgue jouait à Mulhouse. La chorale était mixte. On n'était pas du tout dans le même domaine religieux qu'aujourd'hui. Il y a eu un blocage. Et si vous voulez, quand Sainte-Hélène s'équipe d'un orgue en vers 1890, une partie justement des gens qui étaient à Sainte-Hélène s'en vont et vont construire Cagenec, qui est la synagogue qui a été épargnée par les Allemands mais détruite par les Juifs. Je dis que j'ai parfois. Donc ils vont à Cagenec pour ne pas avoir d'orgue dans leur synagogue. C'est comme ça. Il y a je ne sais pas chez qui, il y a des bruits. C'est là que se crée la scission Grande Schule, Cagenec. C'est à cause de l'orgue. Donc vous voyez que le problème d'orgue, c'est un problème de musique. La musique dans le judaïsme n'adoucit pas les mœurs. Et est-ce que l'orgue, on savait où était déplacé plus tard? Alors plus tard, oui, une grande partie des tuyaux sont utilisés à Strasbourg, dans l'église qui se trouve pas l'orangerie, l'église assez orthodoxe d'ailleurs, qui se trouve derrière au coin de la rue de l'Observatoire. D'accord. Mais les tuyaux ont été réutilisés là parce qu'ils avaient un orgue à restaurer, donc ils ont réutilisé les tuyaux. Mais ce n'était pas un très grand orgue en fait. Si vous regardez bien la composition, c'était un orgue assez modeste quand même. Il était très beau, là. Le buffet était très beau, mais l'orgue lui-même ne valait pas grand-chose.
Bon, on va voir ce qu'il en a aujourd'hui, voilà, ce dont on parle. Donc, effectivement, c'est l'allée des Justes, là, qui est à la place. De cette synagogue, on a dit qu'il ne restait rien. Ben, la fameuse fontaine qui a été réinstallée à Cronenbourg, ben, la voilà in situ, telle qu'on l'a découverte pour la première fois avec le président des cimetières, M. Lévy. Voilà la première photo qui a été faite avant qu'on la démonte pour la ramener chez nous. Et les gens étaient persuadés qu'on avait beaucoup d'argent et voulaient nous la vendre très cher. Petite histoire, alors qu'elle avait été volée quand même. Là, j'ai fait une comparaison entre alors, la synagogue du Quai Kléber et la synagogue donc de Saint-Pierre-le-Jeune. synagogue Saint-Pierre-le-Jeune. Et vous voyez qu'on est exactement dans le même ordre, dans la même taille. Alors, c'est Hartmann et Nagel qui a fait celle-ci, c'est Ludwig Lévy qui a fait l'autre. Mais il faut savoir que les deux ont fait ensemble les bâtiments de la place de la République. Et c'était donc deux architectes qui travaillent tout le temps ensemble. En particulier, les deux bâtiments administratifs du fond ont été faits l'un par Lévy, l'autre par Hartmann et Nagel. Donc les deux cabinets d'architecture travaillaient de la même manière. Donc les deux bâtiments sont exactement identiques. Vous allez devant un et puis vous montrez une photo et les gens vous répondent « Mais je croyais que la synagogue du Quai Kléber avait été détruite. » Ben, il faut aussi savoir que les synagogues qui étaient en Allemagne ressemblent énormément. Ça ressemble à ça, hein. C'est la synagogue de Saarbrück essentiellement qui était très proche. De Raibon, de Breslav, Ouais. c'était exactement pareil. C'est tout pareil. Mais là, bon, ce qui est intéressant, c'est voir que l'église, qui est à 300 mètres, est la même, ou 500 mètres, est la même. On va transverser, on va aller à Saint-Pierre-le-Vieux. Il y a une série de fresques, probablement très retouchées au début 20e, mais petit à petit, on revient au dessin d'origine, on a réussi à y voir. C'est pas si transformé que ça. Et donc, vous avez une passion du Christ où les Juifs sont visiblement en très mauvaise position. Il y en a un qui flagelle, il y en a un qui met la couronne d'épines, il y en a deux qui le traduisent devant, alors je pense que c'est Hérode, mais j'en suis pas sûr. C'est pas Ponce Pilate, en tout cas, apparemment. Et donc, vous voyez que y a une passion absolument délirante, Saint-Pierre-le-Jeune protestant. Trace d'antisémitisme. Mais bon, à mon avis, ça a été renforcé au moment de la Restauration. De là, on prend la rue du Général de Castelnau, et on va atteindre tranquillement la rue Sélénique. Alors là, je ne vais pas en parler, j'ai juste mis une photo pour dire qu'on y passait. Vous prenez votre Internet favori et vous trouvez chaque bâtiment, la description, l'histoire, etc. Ça, c'est connu, tout le monde sait ce que c'est. Les violettes qu'on servi pendant la guerre à la Gestapo, les caves qu'on servi à la Gestapo. Vous avez donc là, à l'époque, c'était l'orphelinat de garçons, qui est devenu maintenant échelle en étant après une étape consistoriale, et l'école de reconstruction par le travail, dont on a parlé rue de la Mille-Lune, qui est également une œuvre à Ratisbonne. Hein, c'est une œuvre à Ratisbonne qui avait été faite dans l'idée de si on donne un vrai métier à des jeunes juifs, ils ne feront plus du colportage, ils ne feront plus du bricolage, ils auront un vrai métier d'artisan, ce qui a été d'ailleurs le cas et cette idée a été reprise par Lort. Et le bâtiment appartient toujours à l'école de reconstruction du travail, même s'il est actuellement utilisé par Lort. Le beau bâtiment néo-Renaissance, qui se trouve donc en face de l'Orbail, n'appartient pas à Lort, ce n'est pas propriété de Lort. Il est propriété de l'association École de reconstruction par le travail, donc qui se crée vers 1830 à Strasbourg, à peu près en même temps à Metz. Donc une école Ratisbonne. Et également, il faut savoir que Lort, en 1946, toujours un peu dans la même idée, va lancer une fabrication en série de ménorotes, de lustres de synagogue, etc. Je ne sais pas ce que sont devenus ceux de Momenheim, ça serait intéressant de savoir, Yoav, parce que c'était des lustres Hort à Momenheim. Je n'ai pas suivi quand elle a été vendue pour faire un stade de basket. Il faudrait peut-être les retrouver. On les retrouve quand même encore à Brumat. Hein. Oui. Mais il faudrait voir Momenheim où ils sont passés. Peut-être que la mairie le sait. C'est un bon travail à faire. On peut voir ça. On peut voir ensemble. Hein. Donc on continue, donc on va quitter cette rue que vous connaissez tous très bien. On va à la synagogue de la paix. Je ne vais pas épiloguer, vous la connaissez tous. C'est une très mauvaise diapo. En plus, il y a des traces de doigts. Enfin, c'est une catastrophe. Il faudrait quand même que j'y aille un jour retravailler. Mais quand même, je pense qu'il faut raconter rapidement l'histoire du bâtiment. Et voilà, par rapport On va peut-être en parler plus tard. Oui, ok. On va en parler plus tard. Et donc, et j'en parle plus tard.
Et donc la synagogue de la paix, son bâtiment. Et on arrive sur un autre bâtiment qui est moins connu, qui est extrêmement intéressant, qui se situe à un emplacement extraordinaire dans Strasbourg, puisque c'est sur l'axe principal de la ville nouvelle, la Neustadt, la ville allemande, entre donc l'université et le palais du Kaiser, au milieu de la place de la République. C'est le monument aux morts de Strasbourg. Alors pourquoi parler de ça lors d'une visite du patrimoine juste strasbourgeois? Bien, c'est que c'est peut-être la réalisation qui nous reste, parce qu'il y en a eu d'autres, la plus extraordinaire d'un type que, personnellement, pour qui j'ai une énorme affection, qui est Henri Lévy. Alors Henri Lévy, c'est un gars qui est relativement riche, minotier, donc c'est un des héritiers des Grands Moulins de Strasbourg. Il va faire toute sa vie des choses extraordinaires, il va être un très grand philanthrope. C'est lui qui va... Alors, c'est un homme de bord très riche. Il a un magnifique parc à Grafenstein. Je crois que c'est l'actuel parc Friedel, mais je peux me tromper. Donc avec une ville extraordinaire. Donc son parc va devenir le parc de la ville, pour vous dire, si j'ai bonne mémoire. Là, je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié. On me l'avait dit. Donc il habite Grafenstein, il a une immense fortune. Il va devenir vice-président de la vice-président du consistoire, membre du conseil général, maire de Grafenstein, adjoint au maire de Strasbourg. Alors, je ne sais pas comment il pouvait cumuler tout ça. À l'époque, il n'y avait pas de loi anti-cumul. Et donc, président du conseil d'administration des Grands Moulins. Excusez du peu. Donc, il va faire cadeau de sa villa de Schirmeck, un peu avant-guerre, à l'arrivée des Juifs de l'Est, pour faire un lieu pour les enfants. Ce qui n'est pas si mal que ça, parce que sa villa a été magnifique. Il en reste une porte, conservée dans la synagogue. Et il va également décider qu'il faut un monument aux morts à Strasbourg. Donc il va y mettre de l'argent. Je crois que le total, ça sera 6 000 francs or de l'époque. Il va demander à un Parisien qui était assez connu, qui s'appelait Trivier, de lui faire un projet. Il va choisir le projet et l'emplacement, ça sera celui-là. Et là, c'est une photo du bâtiment du truc de loin. Le voilà vu de près. Alors vous avez quand même cette extraordinaire mère alsacienne, dont on ne sait pas si elle est du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, là, une coiffe, cette femme qui n'est pas caractérisée, qui a ses deux fils. Donc l'un regarde, oui, essayez de regarder vers l'ouest, vers la France, l'autre regarde vers l'est, vers l'Allemagne. Et donc ces deux fils sont en train de mourir, ils ont fait la guerre. L'un regarde le ciel, l'autre est déjà quasiment mort. Et ce qui est intéressant, qu'il y a 4 dates de guerre. Ici, il y a la après, première, la deuxième, et après les 2 guerres de la France oui, en enfin, Indochine et en le bâtiment est Algérie. 36. Le monument est 36. Après, on va bricoler sur le socle. Mais le bâtiment est 36. Et donc, c'est Louis Lévy qui va décider, qui est le chef du comité de sélection, qui est le chef du comité d'érection, qui met de l'argent et qui recueille les fonds pour ça. Je dois dire que chaque fois que j'y passe, j'ai aussi là un petit coup dans le cœur, on va dire. Et je trouve ça absolument magnifique comme travail. Je crois que c'est un élève de Rodin. Mais à l'époque, il est considéré comme un des grands de la sculpture française. On en trouve un peu partout. Donc voilà. Donc on a évoqué un peu Henri Lévy. C'est grand, quoi. C'est du très très grand. C'est des gens qui vivent à la fois dans la ville et dans la religion et qui sont d'une fidélité au judaïsme exceptionnelle. On continue. Là, j'ai mis pierre tombale de l'œuvre Notre-Dame. Pourquoi? Parce que sur la place de la République se trouvait effectivement, alors plutôt dans l'angle est, je dirais même sud-est, un peu là où se trouve le musée Ungerer, pour ceux qui savent, dans ces coins-là, vers la Poste. Dans cette zone-là, il y avait le grand cimetière juif du Moyen-Âge qui va durer jusqu'en 1552. En 1552, il va être détruit parce qu'il faut renforcer la muraille d'un côté, donc il faut des pierres, et de l'autre, les pierres tombales étaient utilisées lors des assauts pour attaquer la ville. Ouais, c'était des bonnes protections. Et donc, avec l'arrivée des armes à feu, etc., qui sont arrivées bien avant d'ailleurs, on va finalement le détruire. Et donc, on retrouvera pas mal de pierres lors du creusement du fossé qui passe devant au XIXe siècle. On en a retrouvé très loin, mais la plus grande partie viennent de cet endroit-là. Donc là, on a une des pierres tombales de l'œuvre Notre-Dame. On a encore une trentaine de présentés, il y en a beaucoup plus qui existent.
On va franchir le pont et on va rentrer. Alors, je n'ai pas mis de photo de l'extérieur parce que je ne voulais pas en mettre de trop. Donc, il y en a. Vous rentrez sous le porche qui se trouve juste derrière la fontaine Ungerer, Tommy, là, le Janus. Et vous tombez sur un bâtiment Renaissance de toute beauté. Et ce bâtiment Renaissance va être utilisé à partir de 1950 comme synagogue consistoriale. Vous voyez qu'on revient aux synagogues consistoriales précédentes. Puis en 1958, à la création de la synagogue de la paix, un dernier office qui aura lieu, les Torahs vont être déménagés. Et que peut-on faire d'une synagogue qui n'est plus utilisée? On va affecter ce bâtiment à l'aumônerie militaire et on va en faire une chapelle de garnison œcuménique. C'est l'ancienne synagogue, donc de 5 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe après-guerre? Les Juifs reviennent. Alors, on va parler de la paix maintenant. Les Juifs reviennent après la guerre. Et bien sûr, il n'y a pas de synagogue à Strasbourg. Donc, la première chose à faire, ça va être de reconstituer une communauté, de reconstituer un lieu de culte. Donc, je ne sais pas où ils allaient en toutes les semaines, mais pour les grandes fêtes, ils vont aller essentiellement au Palais des Fêtes, qui sera prêté par la ville. Et ailleurs, je ne sais pas. Et en même temps, Kronbach, qui est un architecte important et membre de la communauté importante, je crois qu'il était président du consistoire, va vouloir créer une synagogue consistoriale le plus rapidement possible. Et donc, on va utiliser ce bâtiment, qui est donc l'ancien, qui abritait alors les décors du théâtre, puisque l'opéra est à 50 mètres. Donc, il abritait les décors de l'opéra. Après avoir été arsenal, fonderie de canons, puis lieu de stockage de canons. Donc, un bâtiment qui n'avait jamais été d'ailleurs utilisé pour point de vue religieux. Donc, c'est une espèce d'immense hall. Il a probablement également, pendant une période, servi aux chevaux du mess des officiers pour faire un peu d'équitation. Vous voyez, un bâtiment qui avait vécu pendant la période allemande. Donc, un bâtiment qui avait vécu. Donc, on va lui mettre une arche sainte. On va lui coller derrière l'arche sainte, et c'est amusant, une balustrade pour la chorale mixte, bien sûr, de l'époque. Et de l'autre côté, on va coller une balustrade, la même, identique pour les hommes. Quand le bâtiment est transformé en bâtiment pour l'aumônerie, ce qu'on va faire, on va fermer au niveau de la balustrade, on va fermer l'espace pour créer des bureaux pour messieurs les aumôniers. C'est là que Jonathan Blum réside. Hein. On va réutiliser les grilles pour faire un peu beau, et vous allez voir que ce cadre qui sert à mettre le Christ en croix, c'est en fait l'Arche Sainte. Donc là, vous avez les grilles de la synagogue, la rambarde de la chorale de la synagogue, et donc l'Arche Sainte. Et donc, on va passer à la synagogue elle-même, à quoi elle ressemblait. Vous voyez l'Arche Sainte, les grilles, la rambarde, tout ça, c'est devenu des bureaux. De l'autre côté, ça serait la même chose. Donc là, et ça va durer de 50 à 58. Donc de 45, et donc en 50, on va décider donc à peu près en 53-54 de reconstruire une grande synagogue. Ça va donner lieu à une campagne de presse absolument horrible dans les journaux strasbourgeois, en particulier le Nouvel Alsacien, le journal de la Cato, va se distinguer par des termes extrêmement violents, comment on va voler une partie du terrain des comptades qui servent aux nurses à promener les enfants de la bonne famille. Ces sales juifs, rien ne les effraie, et ce genre de ton. Et après des bois de lutte, finalement, le comptade va être donné à la communauté, et non plus l'espace qu'ils auraient pu avoir, de la place des Halles. Tout simplement, les Juifs avaient émigré dans les beaux quartiers, qui étaient l'Orangerie, qui était ce coin-là, les comptades. Et donc, il n'y avait plus aucun intérêt d'avoir une synagogue place des Halles. Actuellement, on retrouve des Juifs qui, de plus en plus, d'ailleurs, dans le quartier de la Gare, on en voit beaucoup. Mais ce qui fait qu'on a maintenant même quelques magasins cachés dans le coin. Mais à l'époque, il n'y avait plus de Juifs, plus beaucoup de Juifs dans ces secteurs. Et donc, la synagogue va émigrer. Il se passera exactement la même chose, d'ailleurs, 30 ans après, où Cagnac va vendre sa synagogue pour être détruite, en catimini sans rien dire à personne, pour qu'on puisse surtout pas la protéger, et pour racheter la villa qu'ils ont actuellement sur les comptables. Je sais que quand on a appris ça, à la ville, ils n'avaient pas fait attention, personne n'avait fait attention, on était fous furieux. Mais bon, c'était trop tard. Le permis de détruire a été déposé, était signé, il y avait moyen de revenir en arrière. Donc voilà, cette synagogue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la synagogue de la paix sera construite en 42 mois
alors que la grande synagogue, alors c'est quand même du béton, alors que la grande synagogue du Quai Cléber la construction avait duré 41 mois. Donc vous voyez, on n'a pas gagné beaucoup de temps avec les techniques modernes. Bon, je suppose que c'est assez étonnant. Voilà un petit peu pour les synagogues. On va se déplacer, on va aller vers le Mikvé, donc rue du Charpentier, donc on traverse simplement la place Breuil. Alors au passage, place Breuil, je ne l'ai pas représenté. Vous avez l'hôtel de ville. Alors l'hôtel de ville, c'était la résidence strasbourgeoise des Hanau-Lichtenberg. Hein, et donc, j'ai coutume de dire, quand j'emmène un groupe, de dire, ben voilà, vous avez un bâtiment typiquement juif, il a été payé par les juifs. Puisque ce qui a fait la richesse de Hanau-Lichtenberg et ce qui a fait sa réussite économique, c'était également en grande partie qu'ils avaient une grosse population juive. Et les juifs payaient cher, mais ils étaient protégés, etc. Mais il y avait un motif financier derrière. Et ça leur a permis de se payer quand même un pied-à-terre en ville qui aujourd'hui est la mairie de Strasbourg. Et donc on va avancer, on va aller sur le Mikvé. Alors le bar rituel, dont vous voyez qu'il partait, là c'est une photo au niveau de la porte, donc l'escalier partait à droite, tournait, redescendait, elle est dans le bain. Alors j'ai fait attention à prendre une photo où il n'y a pas cette affreuse caisse qui est au milieu, qui est datée du XVIIIe siècle, qui servait en fait, lorsque ce Mikvé, où on avait percé un trou en haut, servait de puits. C'était une espèce de citerne de filtration de filtre de citerne. Et donc, on l'a laissé parce que la doctrine des monuments historiques, c'est de dire qu'on laisse toujours le dernier état d'un équipement. Donc, on n'enlève pas quelque chose qui a été fait, même si ça le défigure. Et pour la petite histoire, Robert Weil avait écrit quelques lignes là-dessus où il disait qu'ils demandaient que c'était la grande spécialité, c'était une des grandes nouveautés dans ce Mikvé d'avoir cette rambarde. Alors, je ne vois pas les femmes grimper par-dessus pour aller descendre dans la caisse en bois. Enfin bon, c'est pour la petite histoire. Et donc voilà, on a ce Mikvé qui aujourd'hui est ouvert quand le Bnei Brit l'ouvre et quand les guides de la ville ou les guides acceptés par la ville viennent chercher la clé et l'office de tourisme. Il n'est pas ouvert au public de manière régulière. Il sera ouvert pour la journée européenne de la culture juive, bien sûr. Et donc par nos soins, par les soins du Bnei Brit. Et il est bien sûr en assez mauvais état par rapport à Spire, c'est pas pareil. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant dans sa taille, dans les années 1220 probablement. Voilà. Alors, si on n'est pas... Et là, à partir du Mikvé, on revient à la cathédrale, et donc la visite du groupe de touristes. Alors, pour faire tout ça, on crapahute au minimum 3 heures. Si on fait les musées, c'est la journée entière. Et donc, le groupe de touristes revient tranquillement à la cathédrale et se disperse là-bas, voilà. Et donc, on a fait donc une visite touristique. Alors, l'office de tourisme fait que le moitié ou que le tiers de tout ça, bien sûr. Et alors, si on a vraiment encore du temps, on peut aller à l'esplanade. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On peut aller à l'esplanade. On peut aller dans le quartier de la Gare où il y a une plaque qui rappelle la mémoire du Marcel Marceau, né Mandel, et donc Marcel Mangel, pardon, et dont le père était boucher à Strasbourg. Avant d'aller à Lille, puis revenir à Strasbourg. Donc, n'oublions pas non plus Marcel Marceau, qui a toujours également assumé ses responsabilités de juif, entre autres. Alors, la plaque, c'est presque en face des places d'Arles, on peut dire, vers côté. Oui, c'est au coin de la rue des Magasins et de la sortie de l'autoroute, je ne sais plus. Oui. Comment elle s'appelle, cette rue? J'y passe tous les jours. Oui. Voilà. Alors, on a fait un peu la visite de Strasbourg. Vous voyez qu'il y a des choses à voir, beaucoup plus qu'on ne le croit. Des histoires à raconter. On pourrait presque prendre chaque lieu et en parler pendant 1 heure. C'est ça. Je pense qu'on a des exemples à développer avec tout. Il y a des choses à trouver. Où se trouvait cette Elisa? Moi, j'y suis retourné encore ce matin vers 6h30 du matin, parce que je ne comprenais pas. J'ai refait toutes les plaques, etc. Il faudrait reprendre un plan cadastral de 1850. Hein. Alors, Jean-Pierre, il y avait une demande qui était faite. Est-ce qu'on peut avoir une liste avec tout l'endroit, l'adresse pour visiter? Alors, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'adresse. Tout est privé. Je ne crois pas, à part le bâtiment de la... Il n'y a aucun bâtiment où on peut rentrer dedans. Non, mais même les balades que tu as fait avec les photos. Oui. Le parcours.
Le parcours, tu peux le publier, hein, je t'ai envoyé, je l'ai, hein. Je peux vous le donner, hein, tu peux le mettre sur Internet quelque part. Tu peux mettre directement si tu veux sur. Mets-le. Ouais, Yoann, ça serait intéressant de l'avoir, ce parcours, parce que vraiment, il est très... Voilà, je vais l'envoyer à Michel, on va le mettre sur le site. D'accord. Super. Ça te va, Michel? Ok, pas de problème. Je te l'envoie, il faudra juste reprendre les photos, mais je te À l'envoie. juger. Allez, on le met sur le site à Michel. D'accord, voilà. Comme ça, tout le monde peut accéder à ça. Super. Bah, écoutez, est-ce qu'on garde encore 30 secondes pour des réactions, des questions? Voilà, il y a déjà qui est actif, je ne sais pas qui est au téléphone. Oui. Donc, il faut faire une transaction. Alors, quelqu'un a le micro ouvert, il faut fermer. Je vais voir. Voilà. D'abord, Jean-Pierre, merci énormément pour ça. Merci. Je veux dire que Oui, merci beaucoup, je dois très dire que intéressant. j'ai dû retravailler, j'avais le texte à 15-20 ans, mais je dois dire qu'il était beaucoup moins complet. Je n'avais pas fait les photos. Bon, je les avais dans un coin de mon ordinateur, certaines, d'autres sont encore en diapo, donc c'est des photos que j'ai piquées sur Internet. Et donc, je voudrais remercier Yoann, mais la prochaine fois, tu me préviens quand même un peu avant mardi soir ou mercredi matin qu'il faut que je fasse un truc pareil. Alors, il y a beaucoup de C'est un peu bricolé, hein, je m'excuse, mais non, pas le temps de le peaufiner. C'est parfait, Avec merci. Saint-Valentin, on pourrait discuter, faire une émission par rapport au message. Jean-Pierre est un bon bricoleur. Hein. Voilà, des Shabbats. Jean-Pierre, merci beaucoup. C'était très intéressant. Super. Merci. Alors, encore une fois, merci à vous d'être avec nous. Et Michel, je pense qu'on se voit lundi. A priori, oui, c'est bon. D'accord, alors on se voit à 14h lundi. Lundi, ça sera sur quoi? On va essayer de comment retrouver les tombes des cimetières juifs en Alsace après, au départ du site internet. Ah, d'accord. Merci Tiens. beaucoup. Et c'est de Louis Waldteufel. Question stupide. Je sais où elle est en plus, mais il n'y a pas de pierre. Bon, chers amis, merci encore. Bon week-end. Merci Yoav, merci. Good Shabbat. Good Shabbat tout le monde.